L'argent. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde travaille du matin au soir pour gagner de l'argent. Mais à quoi sert vraiment l'argent ? Pour les citoyens, l'argent sert à 3 choses. Moyen de paiement qui facilite les transactions. Moyen de conservation de la valeur et d'épargne. Unité comptable qui sert à déterminer le prix des produits ou des services. Donc, vous avez là les 3 fonctions de l'argent pour le citoyen. Mais à quoi sert l'argent à l'État, puisque c'est lui qui le fabrique ? Est-il permis de payer le tribut à César ou non ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie du tribut. De qui est cette effigie et cette inscription ? De César ? Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a longtemps, avant l'époque de Jésus, l'argent a toujours servi à l'État pour collecter l'impôt sur les revenus des citoyens et les entreprises sur son territoire, mais aussi surtout, et c'est ce que beaucoup de Congolais ignorent, l'argent aide l'État à gagner des bénéfices de seigneuriage lors de la création de la monnaie. Seigneuriage, c'est un avantage financier qui découle de la création de monnaie par l'émetteur. En gros, c'est à chaque fois que quelqu'un crée de la monnaie et il gagne de l'argent en créant cette monnaie. En fait, la taxe de seigneuriage a pris vraiment tout son sens à l'époque où il y avait des seigneurs en France, donc à partir du 5e siècle environ, pendant la période médiévale au Moyen-Âge. D'où vient cette taxe de seigneuriage ? En fait, au moment de l'émission de la monnaie, par exemple, le seigneur émettait 1000 pièces qui valaient chacun un denier. Sur ces 1000 pièces émises, son coût de fabrication à lui, en payant les employés, en payant le métal précieux, en rémunérant tous les intermédiaires, son coût était disons de 400 deniers. C'est-à-dire qu'il émettait 1000 deniers sur le marché, pour un coût de 400 deniers, il récupérait donc 600 deniers pour lui directement dans sa poche. Il gagnait donc de l'argent gratuitement en émettant de l'argent, il gagnait de l'argent. C'est comme ça que les seigneurs se sont rémunérés, en plus des taxes et des impôts à l'époque, mais ils se sont fortement rémunérés grâce à cette taxe de seigneuriage qui leur permettait vraiment de financer tout dans la seigneurie. Ils émettaient plein d'argent, il n'y avait pas beaucoup de contrôle à l'époque de l'argent, il n'y avait pas de théorie économique ni rien, et donc ils émettaient plein d'argent, ils récupéraient la taxe de seigneuriage pour eux, et ils pouvaient donc émettre plein de monnaie sur le marché sans aucun problème. Même les seigneuries les plus modestes gagnaient beaucoup d'argent grâce à cette taxe de seigneuriage, donc imaginez les grosses seigneuries, elles étaient vraiment rémunérées par cette taxe de seigneuriage. Bien que cette taxe de seigneuriage prenait tout son sens avec les seigneuries et avec les seigneurs pendant la période du Moyen-Âge, la période médiévale, elle est toujours utilisée, et depuis le roi de Lydie jusqu'à maintenant, cette taxe de seigneuriage existe. Et presque tout le monde l'utilise encore, presque tous les pays qui ont leur propre monnaie utilisent encore cette taxe de seigneuriage. Prenons comme exemple la Banque du Canada. Ces dernières années, la Banque du Canada a émis chaque année 2 milliards de dollars pour un coût de 130 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent récupéré grâce à la taxe de seigneuriage. Vous faites le calcul, je vous laisse faire. 2 milliards moins 130 millions, ça fait un énorme gap. Depuis la création du concept de l'argent au royaume de Lydie en 687 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, le seigneuriage a toujours été un moyen invisible pour les États de voler de l'argent à ses citoyens. Alors attendez, ça vous coûte 17 centimes et moi je l'achète 2 €. Où part la différence ? La différence, elle part effectivement dans le budget de l'État. Mais pourquoi ? Parce que c'est l'État qui encaisse ça. c'est l'État qui encaisse la différence. 1,83 € pour chaque pièce de 2 €. L'État, en même temps, vous garantit ad vitam aeternam que si vous allez payer avec cette pièce, si vous allez dans une banque avec cette pièce, vous aurez 2 €. Quel opérateur économique privé est capable de vous garantir sur 100 ans, 150 ans, la valeur d'un petit bout de métal comme celui-ci, qui en lui-même, effectivement, ne vaut pas grand-chose. Et cette différence-là, qui est liée au fait que c'est la puissance publique qui garantit, c'est ce qu'on appelle le droit de seigneuriage. Depuis la création de la monnaie de Paris en 864, c'est comme cela que ça fonctionne, avec la garantie de la puissance publique qui assure aux citoyens qu'ils pourront récupérer la valeur qui est sur la face de la monnaie. L'an dernier, ce droit de seigneuriage qui remonte au Moyen-Âge a rapporté 60 millions d'euros au budget de la France.
Depuis les accords de Bretton Woods en 1944, l'Europe étant affaiblie par la Deuxième Guerre mondiale, le dollar américain devient la monnaie de réserve et du commerce international. Pour que deux pays fassent du commerce, ils doivent désormais faire leurs transactions en dollars américains. Les grandes monnaies avaient été laminées par la guerre. Tous nos pays étaient endettés vis-à-vis des États-Unis qui avaient financé leur reconstruction. La livre sterling n'existait pas ou peu, le franc français non plus. 44 pays signèrent ces accords, pratiquement tous les principaux pays du monde libre. L'Union soviétique fut sollicitée mais choisit de ne pas signer. Ce fut un événement sans précédent. Le dollar étant devenu la monnaie internationale, c'est la monnaie par excellence. C'est un privilège que d'être le pays qui émet la monnaie qui sert aux autres. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'ils financent leur déficit? Comme tous les autres pays, d'abord avec leur propre monnaie, puis ensuite ils arrivent au bout, les autres pays ils peuvent plus, et ils sont obligés de le financer avec du dollar, avec de l'or, et ils en ont plus ou moins, et quand ils en ont plus, ils sont bien obligés de limiter leur déficit. Donc dans tous les pays, il y a une sorte de mécanique automatique de limitation du déficit, parce que tout simplement on ne peut plus le payer, sauf pour les États-Unis, puisqu'ils financent leur déficit uniquement avec leur propre monnaie. Le président de Gaulle fut l'un des premiers à émettre publiquement des critiques. Comme il l'a dit dans les années 60, en tant que monnaie du monde, le dollar et les États-Unis disposaient d'un privilège exorbitant. Ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre, et non pas avec de l'or qui a une valeur réelle qu'on ne possède que pour l'avoir gagné et qu'on ne peut transférer à d'autres sans risque et sans sacrifice. Il cultivait une certaine brutalité typique des Texans, et il leur a dit « Écoutez, si vous voulez continuer à bénéficier du soutien militaire américain face à la menace soviétique, c'est vous les gars qui allez devoir faire baisser vos monnaies. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a que comme ça que nous pourrons réduire notre déficit. » On arrive à la suppression du système de Bretton Woods par un coup de force, qui est celui que Nixon fait au 15 août 1971 et qui va décider de couper tout lien avec l'or et de faire du dollar une monnaie flottante. Quand on est en système de change flottant, on est dans un système complètement différent où c'est précisément l'offre et la demande de chacune des monnaies sur le marché mondial qui fait les prix. America today has the best opportunity in this century to achieve two of its greatest ideals, to bring about a full generation of peace and to create a new prosperity without war. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. Le 15 août 1971, le dollar américain détache sa valeur de toute correspondance à l'or et impose de force au monde entier un prix du dollar déterminé par sa valeur aux autres monnaies. À partir de ce moment, les USA peuvent imprimer des billets à volonté et les exporter dans le monde entier sans craindre aucune inflation sur son territoire. Un billet papier qui ne coûte que 10 cents fait gagner aux USA sur le marché de devises un bénéfice de seigneuriage de 99,9 $ par billet imprimé. En résumé, ce qu'il faut retenir, chaque fois que vous vous faites payer en dollars, vous donnez gratuitement 90% de la valeur de la somme reçue aux USA sans le savoir. Comme un esclave qui travaille à 90% gratuitement pour le pays de l'oncle Sam.